Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40. Au programme, l'analyse en préparation de la séance de jeudi, les actualités, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, je vous retrouve de l'autre côté. Et oui, 0,79% en positif cette fois-ci, hein. Rappelons que la veille, le CAC 40 avait perdu 0,68%. Bref, c'est toujours un petit peu le flou, hein, puisque je vous rappelle d'une part que ce sont les vacances et que lorsqu'on est en vacances, les traders sont moins nombreux. D'autre part, et j'ai envie de dire, pas grand-chose n'est venu animer la séance. Les statistiques ont été pauvres. On attendait dans la soirée les minutes de la Fed, c'est-à-dire en gros la trace écrite de ce qui s'est produit. Il n'y avait pas grand-chose qui expliquait la progression, qui justifiait la progression de 0,79%, pas plus que grand-chose ne justifiait la baisse de 0,68% la veille. Alors, regardez comme le rebond a été inscrit sur ce support intermédiaire des 4977, 4931 que je fais apparaître. Et j'en profite pour expliquer quelque chose qui m'est régulièrement demandé, encore une fois, c'est dernièrement par message, on me demande mais qu'est-ce qui fait la différence entre un support, une résistance mineure, une résistance, un support tout court, etc. En fait, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. L'idée, c'est que ces mineurs, lorsqu'on ne le voit pas sur l'unité de temps supérieure, c'est une résistance normale ou majeure lorsqu'on le voit. Regardez là, par exemple. Vous voyez, c'est résistance 5200, 5335, suivie d'une petite résistance à 5175 et une autre résistance à 5112. En fait, prenez le cas de la résistance mineure à 5112, 5121. Si vous remontez sur l'unité de temps supérieure, vous la voyez pas. On voit rien du tout, enfin rien de significatif. Par contre, on voit bien celle des 5140, 5170, donc elle se transforme en résistance majeure ou résistance tout court sur une unité de temps supérieure. C'est ce que j'ai en rouge ici, vous voyez. Et de la même manière, ça je le fais rarement apparaître parce que ça n'a pas beaucoup d'importance, mais là je fais apparaître le support intermédiaire parce qu'en fait c'est un support qui à la limite n'existait même pas véritablement. Alors on le voit, c'est facile, on a rebondi 4 fois dessus, hein. Mais lorsque je l'avais enlevé comme ça, lorsqu'il n'était pas, il n'y avait pas véritablement de support. Mais en fait je le fais apparaître parce que c'est un support qui a gagné ses galons depuis l'unité de temps inférieure. Regardez. Ce que vous avez sous les yeux là, c'est la matrice de trading intraday horaire que j'utilise, que vous pouvez retrouver tous les jours en fin d'article sur mon blog. Ça, c'est un petit rappel à ceux qui ne voient mes vidéos que vis-à-vis que sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Sur mon site, en plus, vous avez à la fin de l'article les matrices intraday que j'utilise. Et voyez ce support là. En fait, c'est un support qui est évident en intraday, résistance, cassé, support, etc. On rebondit 6 fois dessus. Et en fait, c'est en ce sens que c'est une résistance même pas mineure, hein, c'est une résistance, c'est un support, pardon, intermédiaire. Et donc voilà pour la terminologie. Donc, ayant gagné ses galons, il mérite de figurer sur le graphe en unité de temps journalière. Il est là, mais vous avez compris qu'il est super fragile. Alors, la figure à la base de mon analyse chartiste n'a pas changé. On a toujours ici cet immense triangle symétrique. Rien de significatif ne sera acté de mon côté tant qu'on ne sera pas sorti de ce triangle symétrique. Et à l'intérieur, on peut avoir des oscillations comme ça, je rappelle, pendant très longtemps. La règle informelle, c'est de considérer, je l'ai déjà dit, que la sortie se fait généralement entre les 2/3 et 3/4 de la figure. Donc clairement, si tout ceci, c'est la figure, la sortie se fait généralement entre les 2/3 et les 3/4, entre là et là. Avant, c'est un peu tôt, généralement, ça marche pas très bien dans ce cas. Et après, c'est un peu tard et généralement, ça donne rien, quoi, hein. Donc, voilà ce à quoi je m'attends. C'est-à-dire que, clairement, avant la fin du mois, je ne vois pas comment on pourrait sortir statistiquement de cette figure. Tout ça, c'est expliqué dans le pack Toutrado et merci d'être nombreux à me faire confiance en vous le procurant. Nous avons également d'autres éléments à prendre en considération qui n'ont pas été invalidés.
En particulier la présence de ce gap à 5019-5038. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas un gap commun. Ce n'est pas un gap commun dans le sens qu'il n'a pas été rebouché. Donc jusqu'à preuve du contraire, on peut le trader. Je vous rappelle que si vous le tradez, l'idée c'est de considérer que la création de ce gap suite à une tendance haussière a initié une cassure de la tendance haussière qui peut nous amener à aller chercher le bas du triangle. C'est tout à fait envisageable. Et je vous rappelle également qu'autre chose n'a pas été invalidé, c'est le tracé des Fibonacci tel que on l'a déjà produit depuis 3 ou 4 séances, à savoir l'idée c'est que nous serions simplement en train d'assister à un retracement de l'impulsion haussière. Les 50% de Fibonacci tiennent bien pour l'instant, donc pourquoi pas ne pas envisager que l'on aille chercher les précédents plus hauts. Je vous rappelle que c'est quand même ce à quoi correspond mon trade, j'y reviendrai plus tard. Et dernière chose, la fourchette d'Andrews qui est toujours tradable, pas celle dont la médiane a déjà été ralliée, c'est-à-dire celle-ci. Vous voyez, la médiane a été touchée ici. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt à présent. Par contre, celle qui conserve tout son intérêt, c'est celle dont la médiane n'a pas été ralliée et qui nous invite à considérer que puisque l'on est sorti de la fourchette d'Andrews sans en avoir rallié la médiane, eh bien, on peut aller envisager de chercher un point de contact avec la ligne pivot 1, pivot 3, c'est à peu près ici. Je suis désolé si vous êtes des habitués et que vous êtes beaucoup d'habitués, c'est un peu répétitif pour vous, mais j'ai pas le choix parce qu'il y a tous les jours des nouveaux, il faut pas les noyer dans l'information. Ce qui nous amène donc, et pour terminer, au chandelier japonais du jour, qui est un avalement haussier, une bougie rouge, une bougie verte. La bougie verte, le corps de la bougie verte avale le corps de la bougie rouge. On ne tient pas compte des mèches. Et on va backtester ça maintenant. Alors, on va considérer, puisque c'est un signal haussier, alors je fais varier les plaisirs. Aujourd'hui, j'ai pris les 20 dernières occurrences d'avalement haussier et on va regarder ce qui se passe. Est-ce que l'on va clôturer plus haut que la clôture du jour ou clôturer plus bas que la clôture du jour sur la séance suivante, donc vendredi. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, je comprends pas, Trado t'a dit que pendant les périodes de congestion, tu faisais pas attention au chandelier japonais. Oui et non, c'est-à-dire que si on était dans un truc super étroit, je sais pas moi, comme ça, je dis n'importe quoi. Là, effectivement, il n'y a pas beaucoup de marge. Pour la psychologie, on est bloqué de tous les côtés. Donc, la psychologie et des chandeliers japonais, les battus en brèche. Mais là, on a quand même des marges assez larges. Donc, c'est-à-dire que la psychologie peut encore, à mon avis, se manifester. Ce qui n'est pas le cas pour les moyennes mobiles. On reviendra sur ça un petit peu plus tard. Donc, c'est parti. Le pari sera gagné si on clôture en positif et le pari sera perdu si on clôture en négatif. Tout ce qui suit est donné à titre purement de partage de ma méthode. Il n'y a aucune validité scientifique derrière des conclusions tirées sur un échantillon de 20 occurrences. C'est parti. Donc c'est très simple, ok. Premier avalement haussier, c'est une victoire. On a clôturé en positif. Je rappelle que c'est rouge, ça veut dire que ça baisse. Ça veut dire qu'on a clôturé plus bas qu'on a ouvert. Vous voyez bien sur cette bougie-là, la progression a été de 22%. Donc c'est bon. Deuxième occurrence, c'est pas si fréquent que ça. Ici. Pareil, alors ça se joue sur l'épaisseur du trait, mais croyez-moi, c'est bien un avalement haussier. C'est bon, on a terminé en positif. Pas grand-chose, 0,03%, mais voilà, si ça avait été 0,03% négatif, ça aurait été perdu. Soit on backtest, soit on backteste pas. Une autre réussite, ça fait 3 de suite. 3 succès, un échec. Là, vous voyez, ça n'a pas marché puisque on a eu un avalement haussier, mais on a clôturé en négatif, même de 0,76%. Allez, ça va aller vite maintenant. Un nouvel succès, 2 succès, 3 succès, 4, 5 succès, un échec, 2 échecs, un succès, un échec, un succès, 2 succès, 3 succès, un échec, 2 échecs, un succès, un échec, et oui, et ça fait déjà 20. Et comme vous pouvez vous en douter, le résultat du backtest est plutôt pas mal puisqu'on arrive à 13 succès et 7 échecs, autrement dit un taux de réussite de 65%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû à la clôture, juste à la clôture, mercredi soir ou dès que l'on ouvre, jeudi matin, acheter en pariant sur le fait qu'on va avoir une séance positive?
Non, 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 on ne peut pas faire ça parce que vous savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte, etc. Il faut encore peaufiner ça, transformer l'analyse technique en setup de trading. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous avez, par exemple, envisagé de spéculer à la baisse sur la séance, sachez qu'il est probable quand même que vous ayez pu attendre un meilleur moment au regard de ce qui se passe sur 100 occurrences. Voilà, donc cela nous amène aux éléments purement techniques. Et là, ça va être très très vite parce que je n'en tiens pas compte. C'est pas comme les chandeliers japonais où les marges de progression sont quand même grandes dans ce triangle, hein, et ce qui laisse le temps à la psychologie de fonctionner. Mais bon, voilà, tout s'entrelace. Alors peut-être que je me trompe. De toute façon, forcément, au bout d'un moment, je me tromperai puisqu'il y aura un bon signal qui indiquera la sortie du triangle. Il y a bien un signal aussi avec la M7 qui croise la M50 et la M7 qui croise la M20. Mais je fais le pari pour l'instant que, comme ce précédent signal ici, où là, hein, ce sont des signaux qui ne méritent pas qu'on y attache trop d'importance, car on est dans une période de congestion. Mais enfin bon, si on n'était pas en période de congestion, on aurait un signal aussi ici, mais vous l'avez compris. Pour l'instant, je décide de ne pas parler de ça, pas plus que je ne décide de parler des éléments, des autres éléments techniques, hein, puisque ça va vous embrouiller. Vous savez, quand vous débutez l'analyse technique, vous êtes content parce que vous apprenez un nouvel indicateur. Quand vous avez un peu plus d'expérience, vous êtes content parce que vous savez que vous n'avez pas besoin de regarder tel ou tel indicateur. Donc là, pour l'instant, ouais, bon, disons que c'est le moment, le RSI au-dessus, il est à 50 C-notes, le momentum est positif, mais vous avez le MACD ici oui, bon, il est positif aussi, hein, il est au-dessus de 0, donc globalement c'est pas mal, mais le MACD 0 est sous son signal, le stochastique est sous son signal, le CCI n'apporte rien. L'Awesome Oscillator que je regarde de temps en temps, surtout pour me confirmer qu'on est en période de trading range, ben vous voyez, ça croise, ça décroise. Donc ça, pour moi, c'est vite vu. On n'en parle pas. Et on va terminer avec l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous dit rien, puisque tout est plat, vous voyez. Le nuage navigue à plat. Bon, vous ne voyez pas parce qu'il y en a partout, mais croyez-moi sur parole, la Tenkan, elle est plate, la Kijun, elle est plate. Il se passe rien, la tendance c'est neutre, mais on va pas s'en prendre à l'Ishimoku qui a quand même donné un signal superbe il y a la semaine dernière. Donc on passe au trade maintenant. Alors si vous avez un biais qui est par exemple celui des Fibonacci là, hein. Voilà, on part du principe qu'on a simplement retracé la période de hausse. Bon, vous pouvez très bien mettre un stop en dessous des précédents plus bas à 1,2% de stop. Le problème, c'est que pour faire un ratio gain risque 1 pour 1, ouais, vous visez clairement au-dessus du gap, donc c'est un petit peu dangereux. Malheureusement, c'est un peu le problème. Le gap, il peut encore jouer son rôle de résistance parce que si c'est un gap de rupture, hein, il va être défendu. Donc, ouais, je suis pas très très chaud par rapport à ça. Je préférerais presque à la limite trader la fourchette d'Andrews là qui n'a pas été invalidée. Alors voilà, ça donnerait ceci. Ouais, pourquoi pas. Regardez, si vous visez comme moi cette zone-là, ça fait 3% de hausse. Avec un stop loss, non, ça va pas non plus parce que ça, le stop loss, ce serait en cas de réintégration de la fourchette en gros. Non, c'est très difficile de justifier un trade haussier tout simplement parce que l'objectif implique une cassure de résistance, ce que j'aime pas faire. Mais si vous n'êtes pas aussi psychorigide par rapport à ça que moi, vous pouvez le faire. Mais vous savez très très bien que moi j'ai eu la chance de rentrer quand les résistances étaient assez loin, donc j'ai pas ce problème. Par contre, vous pouvez vous lâcher si vous avez un objectif baissier. Par exemple, si vous tradez le fait que le gap soit un gap de rupture, voilà, vous mettez simplement un stop au-dessus du gap à, je sais pas moi, allez, 1,8%, et vous avez un objectif à 3,8% par exemple, c'est intéressant en termes de ratio gain-risque. À moins que vous pensiez que ce support-là, même s'il est intermédiaire, eh bien, est une barrière importante. Dans ce cas, vous devez attendre que ça remonte un petit peu.
et à ce moment-là, shorter avec un stop loss par exemple à 0,1% et un objectif à 1% qui n'implique pas que vous vous frottiez aux acheteurs cachés sur le support intermédiaire, ça peut être pas mal. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Regardez la fin de la vidéo si vous le désirez, l'analyse technique de l'or qui vient de perdre encore 5%, enfin pas encore, qui vient de reperdre 5%. J'ai une conviction de fond qui est haussière sur l'or et l'argent, mais ça veut dire que les corrections comme ça peuvent être éventuellement des occasions pour vous de rentrer si vous avez oublié de rentrer ou si vous n'avez pas voulu rentrer et que vous estimez que l'or et l'argent sont porteurs à long terme. Voilà, regardez la vidéo qui suit et l'analyse technique de moyen terme pour les indices, ça pourrait vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et merci pour votre confiance encore une fois, hein, et en particulier à ceux qui se procurent ma formation intégrale. Je vous rappelle que vous pouvez l'obtenir gratuitement si vous êtes éligible au plan de formation personnel. Je vais remettre le lien juste en dessous des commentaires de la vidéo YouTube pour ceux qui sont intéressés, qui ont la chance de pouvoir profiter de cette offre qui donc vous coûtera 0 pour la formation intégrale.